Bonjour à tous, bienvenue. La semaine dernière, on a mis en évidence, grâce à des expériences menées sur des souris, que le cerveau contrôlait les testicules. On a pu mettre en évidence qu'il existait en fait un contrôle hormonal, c'est-à-dire que, comme le montre l'animation qui est là, le cerveau produit des substances chimiques qui s'appellent des hormones. Ces hormones, regardez, passent dans le sang, et comme le sang circule, ces hormones circulent avec le sang. On le voit. Ces hormones cérébrales sont alors réceptionnées, captées par les testicules. Et lorsque les testicules captent ces hormones, ils réagissent en modifiant leur comportement, par exemple en produisant les spermatozoïdes. Dans cette nouvelle activité, on va se demander si chez la fille, les ovaires et l'utérus sont eux aussi contrôlés par les hormones du cerveau. Pour travailler, il vous faut le document que je vous ai envoyé par mail. Si vous pouvez l'imprimer, c'est bien. Si vous ne pouvez pas, ce n'est pas très grave. Ce document comprend 4 questions que l'on va faire les unes après les autres. L'objectif étant que vous les fassiez avant que je les corrige. A tout de suite. Voici le plan que nous avons écrit dans le cours la fois d'avant. Par rapport à ce qui a été fait, vous allez tourner la page du cahier. Vous avez donc 2 pages blanches, une à gauche, une à droite. À droite, on écrit le titre petit 2 en vert, le contrôle des ovaires et de l'utérus, et on colle à gauche. Il est important que tout le monde ait écrit quelques phrases de réponse. Y réfléchir n'est pas suffisant, il faut absolument poser son raisonnement à l'écrit. Alors dans la question 1, on vous demande de comparer le témoin à l'expérience 1 pour prouver que les ovaires contrôlent le fonctionnement de l'utérus. Le témoin, il est là. L'expérience 1, la voilà. On vous dit aussi qu'il faut utiliser la méthode qui a été vue précédemment. C'est cette méthode-là que je vais grossir. On retrouve donc les 3 étapes de la méthode. 1. On indique quelles sont les expériences à comparer. Et elle nous dit clairement qu'il faut faire ressortir une seule différence dans les protocoles. 2. On compare les résultats. Et 3. On fait une déduction qui doit être en lien avec le problème. Autrement dit, dans votre réponse, il faut qu'il y ait ces 3 parties. Donc je fais ressortir ici le protocole de mes expériences témoins et de l'expérience 1. Dans le cas témoin, on n'a rien fait aux souris, elles ont leurs ovaires. Dans le cas 2, on a fait une ablation des ovaires, ça veut dire qu'on les a retirés, regardez ici, par une opération chirurgicale. Entre les deux, je vois bien qu'il n'y a qu'une seule différence. Les souris témoins ont les ovaires, les souris ne les ont pas. Et je regarde ensuite quels sont les résultats, c'est ce qui apparaît ici en vert. Je résume d'un côté mes 2 schémas de l'expérience, la méthode, et on va corriger la question 1 sur la partie droite ici. Donc je vais commencer par faire ressortir la différence dans le protocole. Donc je peux comparer les souris témoins à celles de l'expérience 1, puisque leur protocole ne diffère que par un seul facteur. Les souris témoins ont leurs ovaires, alors que les ovaires des souris 1 ont été retirés. Donc ça c'est le début de ma réponse. Ensuite, je compare mes résultats. Les résultats, je rappelle que c'est ce qui apparaît ici. Autrement dit, quand la muqueuse utérine, dans le cas ici de l'expérience 1, ne se développe pas, ça veut dire que l'utérus ne fonctionne pas correctement. Donc chez le témoin, l'utérus fonctionne normalement, alors que chez les souris 1 sans ovaire, l'utérus ne fonctionne pas normalement. Je termine par une déduction en lien avec le problème. Ma déduction, je déduis que les ovaires contrôlent le fonctionnement de l'utérus. Je vous laisse vérifier, mettez la vidéo en pause pour copier la correction et surtout pour la comparer à ce que vous avez fait. Il faut absolument qu'il y ait ces 3 parties dans votre réponse. Dans la question 2, on vous demande d'exploiter les expériences pour montrer que le contrôle passe par des hormones produites par les ovaires. En résumé, on vous montre que les ovaires produisent des hormones qui contrôlent l'utérus. Si vous avez compris notre démarche, vous savez qu'il faut trouver une expérience dans laquelle on utilise des hormones ovariennes et une autre dans laquelle il n'y en a pas. Or,
dans l'expérience, au niveau du protocole, il n'y a jamais le mot hormone. Mais si vous regardez bien ici l'expérience 2, on vous parle d'injection d'extrait ovarien. C'est exactement ce qu'on a vu dans la leçon précédente où on parlait de l'injection d'extrait de cerveau. Dans ce cas-là, à la souris numéro 2, on lui a retiré les ovaires, on a broyé les ovaires, on a fait une sorte de jus d'ovaire, et ce jus contient les hormones. Donc quand on fait une injection d'extrait ovarien, ça revient à injecter les hormones qui sont fabriquées par les ovaires. Cette expérience 2, il faut forcément la comparer à une autre expérience dans laquelle il n'y a qu'une seule différence. Alors à votre avis, quelle expérience je vais comparer à l'expérience 2? Est-ce que c'est le témoin, l'expérience 1 ou la 3? Réfléchissez. Je ne peux comparer l'expérience 2 que à l'expérience 1 puisqu'il n'y a qu'une différence. C'est que dans le cas 2, j'injecte des extraits ovariens et pas dans le cas 1. C'est la seule différence. Il y a un point commun, c'est qu'on a retiré les ovaires aux deux souris. Vous n'avez pas le droit de comparer le témoin à l'expérience 2 parce qu'il y a deux différences. Une qui concerne les ovaires, une qui concerne les injections. Alors, on va utiliser la même méthode que tout à l'heure. Donc, si vous n'avez pas trouvé les bonnes expériences à comparer, maintenant que vous les connaissez, faites la réponse. Alors, je commence par comparer mes deux expériences dans le protocole. Donc, je compare les souris 1 à celles de l'expérience 2, puisque le protocole ne diffère que par un seul facteur. On a retiré les ovaires à toutes les souris et on injecte des hormones ovariennes dans les extraits ovariens seulement aux souris 2, pas aux souris 1. Je compare ensuite les résultats. Je rappelle que les résultats sont indiqués sous les petites souris. Chez la souris 2 qui a reçu les hormones, l'utérus fonctionne normalement, pas chez les souris 1. Donc on en déduit que les ovaires contrôlent le fonctionnement de l'utérus par l'intermédiaire d'hormones. Dans la question 3, on vous demande d'exploiter les expériences pour montrer le rôle du cerveau. Là encore, on va faire une comparaison. Donc, à votre avis, quelles expériences va-t-on comparer pour répondre à la question? Il faut que je cherche une expérience dans laquelle il manque le cerveau ou un bout de cerveau. C'est le cas 3, que je vais comparer à une autre expérience dans laquelle je vais donc avoir le cerveau entier. C'est le témoin. On va faire une réponse en 3 parties, vous en avez l'habitude. On commence par comparer le protocole des expériences, donc témoin ici et expérience 3. On a retiré une zone du cerveau aux souris 3, pas aux souris témoins. Je compare ensuite les résultats. Chez les témoins, les ovaires et l'utérus fonctionnent normalement, pas chez les souris 3. Je termine par une déduction. On en déduit que le cerveau contrôle les ovaires. Et comme les ovaires contrôlent l'utérus, on peut dire aussi que, indirectement, le cerveau contrôle l'utérus. Voilà ce que l'on pouvait dire pour ces 3 questions. J'espère que vous les avez tous recopiées. Dans la question 4, on va résumer toutes les observations dans un schéma. Un schéma n'est pas un dessin. Vous n'allez pas dessiner une souris, vous n'allez pas dessiner un cerveau, vous n'allez pas dessiner un ovaire. On va faire des choses schématiques. Les organes, par exemple, on peut les schématiser sous la forme de cases, tout simplement. Alors on y va. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que les ovaires, ils sont là. Ils sont contrôlés par le cerveau, donc j'ai fait une case hop au-dessus pour le cerveau. Entre les deux, le lien, c'est les hormones cérébrales, la flèche rouge qui est là. Donc je montre clairement que le cerveau, grâce à des hormones cérébrales, contrôle les ovaires. En réponse, les ovaires vont produire des hormones que l'on appelle hormones sexuelles ou hormones ovariennes, c'est la flèche rouge, qui va contrôler l'utérus et permettre son fonctionnement. Je vous laisse copier le schéma, sans oublier ici le titre. Quand c'est fini, un tout petit mot sur les hormones ovariennes. Ce graphique montre l'évolution au cours du temps des hormones ovariennes, c'est-à-dire les hormones sexuelles, produites par les ovaires. On s'intéresse à ce qui se passe au cours d'un cycle menstruel.
Et on va s'intéresser à deux hormones sexuelles. Une qui apparaît en bleu qui s'appelle la progestérone et d'autres hormones ovariennes qui s'appellent les oestrogènes qui sont schématisés ici en vert. Regardons comment évoluent au cours du cycle les oestrogènes. Les oestrogènes vont évoluer en augmentant dans la première phase du cycle. Ensuite, dans la deuxième phase du cycle, on a une évolution qui est un peu plus délicate à décrire. Et en fin de cycle, regardez, le taux d'œstrogène, hop, diminue. Maintenant, je regarde ce qui se passe pour la progestérone. Durant la première phase du cycle, donc avant l'ovulation, la progestérone, elle a un taux qui est très faible dans le sang. Le taux de progestérone augmente après l'ovulation et à la fin de la deuxième phase du cycle, le taux de progestérone diminue. Alors, en fait, maintenant, on va se demander qu'est-ce qui provoque les règles. Quand on regarde les règles, elles sont ici pour le premier cycle et là pour le deuxième cycle. Juste avant les règles, on a la progestérone qui a une teneur qui diminue, ici, et on a également les oestrogènes qui ont une teneur qui diminue, ici. Lorsque la teneur sanguine en hormones ovariennes diminue, les règles se produisent. Je vous laisse maintenant recopier le bilan sur la page de droite du cahier. À partir de la puberté, des hormones cérébrales stimulent le fonctionnement des ovaires. En réponse, les ovaires produisent des hormones sexuelles ou ovariennes, les oestrogènes et la progestérone. Ces hormones sexuelles agissent sur l'utérus. Quand la teneur sanguine en oestrogènes et progestérone diminue, alors les règles se produisent. Voilà, ainsi s'achève la vidéo. J'espère que tout est clair. Je vous dis à bientôt.